On dit que les opposés s'attirent, mais parfois, ces unions mènent à des conséquences inattendues. L'histoire de Kathleen et David Begbie a commencé dans les années 60, lorsqu'ils sont allés à Disneyland avec un groupe d'amis communs. À cette époque, David servait dans la marine américaine. Pendant le voyage, ils ne pouvaient pas arrêter de parler et sont rapidement devenus inséparables. Il n'a pas fallu 6 mois pour qu'ils décident de se marier. Le couple nouvellement marié s'est installé à San Diego, en Californie. Kate a commencé à travailler comme infirmière et son mari est devenu ingénieur en logiciel après avoir quitté le service militaire. Le couple rêvait d'avoir des enfants, mais leurs tentatives sont restées longtemps infructueuses. Ils ont cherché de l'aide médicale, bien que la médecine ne puisse pas offrir autant de possibilités qu'aujourd'hui. Le couple envisageait même l'adoption lorsque Kate a appris de manière inattendue l'heureuse nouvelle de sa grossesse. La famille s'est agrandie. Andrew est né. Peu après, ils ont déménagé tous les 3 dans une banlieue de San José. Leur fils est devenu une personne très amicale et ouverte. Depuis sa jeunesse, il était passionné par le scoutisme, où il s'est tellement démarqué qu'il a reçu des distinctions spéciales pour ses réalisations. Andrew avait un bon ami Kurt, dont il était inséparable depuis leur premier jour d'école. Ensemble, ils s'occupaient à créer des vidéos amusantes. Andrew mettait toujours la famille en première place dans sa vie. Après son entrée à l'université, il a commencé une relation avec Heather, qui étudiait en parallèle avec lui. Andrew rêvait de suivre les traces médicales de sa mère. Cette passion l'a aidé à se rapprocher encore plus de sa mère. Leur famille semblait exemplaire, un véritable modèle pour les autres. Après l'obtention de son diplôme universitaire, Andrew a postulé simultanément dans plusieurs facultés de médecine. Mais ensuite vint la déception. Aucun établissement d'enseignement n'accepta sa candidature. Cela a durement touché le jeune homme, mais il a décidé d'essayer à nouveau après 1 an. Entre-temps, il prévoyait de trouver un travail pour être indépendant de ses parents. Quelques jours après une série de refus, sa mère a découvert par hasard une enveloppe perdue de l'Université Mémorial de Terre-Neuve au Canada. La lettre confirmait l'admission du jeune homme aux études. Cette nouvelle a complètement changé la vie d'Andrew. C'est ainsi qu'il est arrivé en 1995 dans la ville canadienne de St. John's, où se trouvait l'université. 1 an plus tard, Heather l'a rejoint, ayant également été admise dans cet établissement d'enseignement. Mais leur union n'a pas duré. Après quelques mois, sa petite amie a rompu leur fiançailles de manière inattendue, sans donner de raison. Après cela, il s'est complètement plongé dans ses études pour faire face à ses émotions. La situation a changé au printemps 1999, en 3e année d'études, lorsqu'il a rencontré Shirley Turner. C'était sa première relation après sa séparation avec Heather. Au début, tout le monde, en particulier ses amis proches, se réjouissait de cette nouvelle, car ils s'inquiétaient de son état émotionnel après sa séparation avec son ancienne élue. Mais la joie fut de courte durée, jusqu'au moment de la rencontre avec la nouvelle partenaire. Il y avait une différence d'âge considérable entre Andrew et Shirley. Il avait 26 ans, elle 38. Shirley était diplômée de l'Université Mémorial et travaillait comme chargée de cours. Après l'obtention de son diplôme, Shirley a longtemps enseigné les sciences naturelles, mais a décidé au milieu des années 90 de retourner aux études pour apprendre une profession médicale. Après l'obtention de son diplôme en 1998, elle a commencé à travailler comme médecin assistante dans différents hôpitaux. Les employés se plaignaient souvent de son comportement inapproprié envers les patients et les visiteurs, de disputes constantes et de conflits qui surgissaient pratiquement de nulle part. Les collègues remarquaient régulièrement ses mensonges, ce qui conduisait chaque fois à de nouveaux désaccords. Dès les premiers jours de sa connaissance avec Andrew, Shirley exerçait un contrôle étroit sur lui.
Elle était constamment près de lui. Les amis d'Andrew remarquaient le comportement inhabituel de la femme. Elle montrait une insistance excessive, le touchant constamment, l'embrassant, et n'hésitant pas à discuter publiquement des détails de leur vie privée. Quand elle a appris l'existence de l'ancienne partenaire d'Andrew, une jeune femme nommée Heather, Shirley a montré des signes évidents de jalousie et d'inquiétude. Elle appelait constamment les connaissances d'Andrew et parlait de leur merveilleuse relation. Cela lui a valu la réputation d'une personne étrange. Personne dans son entourage n'éprouvait de sympathie pour elle. Les proches n'avaient plus qu'à attendre que cette relation se termine, naturellement. Après l'obtention de son diplôme en 2000, Andrew s'est installé à Syracuse, État de New York, où il devait prendre un poste au centre médical local. À la même époque, Shirley a déménagé dans la petite ville de Sac City, dans l'État de l'Iowa, qui comptait environ 2000 habitants. Elle a signé un contrat à long terme de 10 ans avec le centre médical du district. Les proches d'Andrew se réjouissaient de ce tournant du destin et espéraient que la distance géographique mettrait fin à leur relation. Malgré la grande distance entre eux, Shirley montrait une persévérance extraordinaire dans la communication avec Andrew. Bien que lui, occupé par le travail, puisse rarement lui rendre visite, elle venait souvent elle-même. Lors d'une de ses visites, Shirley est restée chez lui jusqu'à ce qu'il commence son travail. Juste après les adieux, elle a appelé pour dire qu'elle avait oublié son sac à main dans son appartement. Andrew lui a confié les clés, mais quand il est rentré après son service, il a remarqué que beaucoup de choses manquaient en plus dudit sac à main. Pourtant, même face à un vol évident, Andrew, qui se considérait indigne de mieux, a décidé de poursuivre la relation. Cependant, il n'aimait pas son nouveau lieu de travail et de résidence, et après environ 1 an, il a déménagé dans la petite ville tranquille de Lathrop, en Pennsylvanie. En 2001, Andrew a décidé de se consacrer à la médecine familiale, et l'endroit choisi était parfait pour cela. La communauté locale étroite l'attirait. Il rêvait de devenir un médecin respecté que tout le monde connaîtrait et apprécierait. À Lathrop, ses plans ont commencé à se réaliser. Shirley n'abandonnait pas ses tentatives de sauver leur relation. Andrew, fatigué de l'attention insistante, voulait se concentrer sur le travail et insistait sur une séparation. Elle semblait ne pas comprendre la réalité et continuait à faire des plans pour emménager avec lui. Quand Andrew a commencé à éviter le contact, Shirley a intensifié la pression et laissait des dizaines de messages quotidiennement. En septembre 2001, malgré la ferme résolution d'Andrew de mettre fin à la relation, Shirley a annoncé qu'elle était enceinte et l'a nommé comme le futur père. Andrew était heureux de la perspective de la paternité, mais pas de l'idée d'un lien permanent avec Shirley. Il comprenait qu'elle s'immiscerait désormais constamment dans sa vie. À peine Andrew commençait-il à fréquenter une nouvelle connaissance que Shirley la contactait immédiatement et parlait de sa grossesse. Cela détruisait toute possibilité d'une nouvelle relation. Tantôt elle parlait d'avortement, tantôt de plans pour élever l'enfant. La manipulation a fonctionné. Après 1 mois, ils étaient de nouveau ensemble et discutaient même de mariage. Fin octobre, une rencontre avec les proches d'Andrew a eu lieu où tous ont remarqué le comportement possessif de Shirley. 1 semaine plus tard, elle a avoué avoir menti sur sa grossesse. 2 jours plus tard, tôt le matin du 5 novembre 2001, elle est réapparue devant sa porte. Andrew voulait aller travailler et n'avait pas envie de parler à Shirley, mais elle insistait pour avoir une conversation sérieuse. Finalement, il l'a laissée rester dans l'appartement, mais a proposé de se rencontrer plus tard à 18h au parc Keystone. Toute la journée, Andrew semblait agité à l'hôpital. Les employés ont remarqué son inquiétude et ont demandé ce qui n'allait pas. Il a raconté que cette personne, comme il l'a exprimé, était réapparue chez lui. Les collègues ont écouté l'incident du matin
et lui ont conseillé de rompre définitivement le contact avec cette femme et de ne plus la laisser entrer dans sa vie. Andrew a parlé de ses plans de rencontrer Shirley le soir pour clarifier définitivement toutes les ambiguïtés. Il était déterminé et prévoyait d'avoir terminé à 19h30 et de rencontrer son meilleur ami Clark dans un bar à 21h pour célébrer sa libération de cette attention envahissante. L'ami a attendu à l'endroit convenu, mais Andrew n'est pas apparu, ce qui était totalement atypique de sa part. L'ami était inquiet, mais a supposé que la conversation avec Shirley avait duré plus longtemps et qu'il se verrait simplement au travail le lendemain matin. L'inquiétude s'est cependant transformée en véritable anxiété lorsqu'Andrew n'est pas apparu pour son service le lendemain. Il ne répondait à aucun appel. Vers 9h du matin, Clark voulait demander à la police de vérifier Andrew, mais n'en a pas eu le temps. La télévision a rapporté un incident au parc Keystone, où une personne en tenue médicale a été trouvée. C'était Andrew Begbie. Un passant l'avait remarqué à 6h du matin sur le parking à côté de sa propre Toyota Corolla. L'enquête a révélé que plusieurs coups de feu avaient été tirés de différentes directions. Le dernier tir a été effectué par derrière, alors qu'Andrew était déjà au sol. Un collègue de travail a rapidement contacté les enquêteurs et partagé des informations importantes. Selon ses dires, la recherche ne durerait pas longtemps car il savait avec qui son ami avait rendez-vous ce soir-là et avec qui il avait une relation difficile. Il s'agissait de Shirley Turner. Le collègue a raconté en détail l'histoire de ce couple, décrit le comportement étrange de la femme et partagé des informations sur les plans d'Andrew. Les enquêteurs se sont intéressés à ces informations et ont immédiatement contacté Shirley, qui se trouvait déjà dans sa ville natale au Canada à ce moment-là. Elle a affirmé avoir passé toute la journée en Iowa à cause d'une maladie, puis être allée chez ses parents. Cependant, ces déclarations ne correspondaient là pas aux faits. Il était connu qu'elle était venue parler à Andrew et était restée dans son appartement avant la rencontre au parc. À ce moment-là, les forces de l'ordre avaient parlé avec de nombreux amis, collègues et parents d'Andrew. Ils désignaient tous Shirley comme la seule personne avec qui il avait des difficultés et des désaccords. Personne ne croyait ces explications. Particulièrement importante était la déclaration d'un témoin qui avait remarqué les deux véhicules, le Toyota RAV4 de Shirley et la voiture d'Andrew, sur ce parking à 18h10. L'enquête ne s'est pas précipitée pour porter immédiatement des accusations contre Shirley, préférant rassembler une base de preuves fiables. En 2 semaines, des preuves substantielles ont pu être rassemblées. Tous les faits indiquaient son implication dans l'incident. Sa version des événements s'est rapidement effondrée. Des témoins oculaires, des vidéos de surveillance et des données de localisation de téléphones portables sont apparues. Tout confirmait sa présence près de la maison de son ex-petite amie tôt le matin. Et plus tard, la rencontre avec lui dans le parc. Peu avant ces événements, la femme avait acheté un pistolet de calibre 22 et pris plusieurs heures de cours avec un instructeur d'armes à feu. En parlant à la police, l'instructeur a mentionné un détail intéressant. L'arme de Shirley avait une particularité technique. Parfois, elle éjectait des cartouches non utilisées avec les douilles tirées. Sur la scène du crime, 5 douilles et une cartouche intacte ont été trouvées, ce qui correspondait aux défauts décrits par l'instructeur. De plus, les traces indiquaient l'utilisation d'une arme exactement de ce calibre. Lorsque les enquêteurs ont demandé à Shirley de fournir le pistolet pour examen, elle a déclaré ne pas pouvoir le trouver. Shirley était présente à la cérémonie d'adieu pour Andrew. Beaucoup ont remarqué son comportement anormal. Elle pleurait de manière démonstrative pendant tout le service religieux. Il est remarquable que Heather soit également venue à la cérémonie. Elle essayait d'éviter Shirley qui se comportait étrangement, mais cette dernière a tout de même réussi à trouver un moment pour une conversation.
elle a commencé à assurer avec insistance à Heather que sa relation avec Andrew avait été spéciale, que leurs sentiments resteraient maintenant éternels au ciel et que leur lien avait été unique. Le comportement de Shirley a tellement inquiété Heather qu'elle a demandé une ordonnance judiciaire d'interdiction de contact. Fait intéressant, peu après la cérémonie, Shirley est partie précipitamment au Canada. Les proches ont décidé d'organiser une cérémonie commémorative spéciale et ont intentionnellement invité Shirley pour l'attirer aux États-Unis. Cependant, elle a refusé l'invitation. Par conséquent, les autorités américaines ont dû établir une coopération avec leurs collègues canadiens. En raison de difficultés avec les documents, une telle coopération prenait généralement du temps. Pendant tout ce temps, la suspecte continuait sa vie normale. Finalement, le 12 décembre 2001, la police canadienne l'a arrêtée. Mais la question de son transfert aux États-Unis restait en suspens. Pour cela, il fallait encore surmonter plus d'obstacles formels. Bien qu'il était attendu qu'elle reste en détention, elle a été libérée dès le lendemain sous caution. Après le dépôt de 75 000 $, elle a été libérée sous condition. Elle devait rendre son passeport et se présenter chaque semaine au poste de police local. Fait intéressant, son psychiatre traitant l'a aidée, contribuant même à une partie de la somme requise. Shirley a reçu l'ordre d'éviter tout contact avec un groupe de 8 personnes qui avaient obtenu des ordonnances restrictives contre elle. Parmi elles se trouvaient Heather et les parents d'Andrew. En examinant le passé de Shirley, les enquêteurs ont découvert de nombreux faits troublants. Elle avait été mariée 2 fois. Avec son premier mari, elle avait eu 2 enfants. Plus tard, elle a commencé une relation avec un autre homme qui est devenu son second mari. Un autre enfant est né de ce mariage, mais le couple s'est rapidement séparé. En 1993, Shirley partageait un appartement avec une voisine qui était profondément préoccupée par la façon dont Shirley traitait ses propres enfants. Selon la voisine, Shirley était excessivement sévère et utilisait non seulement ses mains, mais aussi des objets pour punir. Cependant, le second mari niait toutes les accusations et affirmait qu'elle était une mère attentionnée. Finalement, l'affaire a été simplement classée en janvier 1994. Peu après, Shirley a transféré la garde des enfants à leur père et a continué à vivre comme avant, comme si rien ne s'était passé. Pendant l'enquête, les enquêteurs ont trouvé un autre ancien partenaire de Shirley qui a rapporté son caractère instable. Selon ses dires, elle l'avait une fois poussé au sol, mais sans conséquences graves. Le tournant définitif dans leur relation a été l'incident où il a trouvé Shirley inconsciente dans sa chambre. Après avoir pris des médicaments, elle portait des sous-vêtements à motif de rose et plusieurs lettres étaient apposées à côté, dont un message à un psychiatre. Dans celui-ci, la femme affirmait qu'elle n'était pas mauvaise, mais simplement malade. Plus tard, il s'est avéré que cet épisode n'était qu'une autre de ses manipulations. L'incident avec Andrew apparaissait inquiétant, mais prévisible dans ce contexte. Peu après le dépôt de la caution, Shirley a organisé une conférence de presse où elle a annoncé sa grossesse de 4 mois. Lorsqu'ils ont appris l'incident, les parents d'Andrew, Kate et David ont pris des mesures décisives. Ils ont vendu tous leurs biens, rassemblé leurs économies et déménagé au Canada pour entamer la procédure de tutelle pour l'enfant à venir. Bien que la confirmation définitive ne soit possible qu'après la naissance, ils étaient convaincus de la paternité d'Andrew. Le 18 juillet 2002, un garçon est né que la mère a nommé Zachary. Un test ADN ultérieur a confirmé qu'Andrew était bien le père. Lorsque Kate et David sont arrivés à l'hôpital, Shirley leur a refusé la rencontre et ne les a même pas laissés jeter un coup d'œil à leur petit-fils.
Compte tenu du traitement de Shirley envers ses autres descendants, les parents d'Andrew étaient très inquiets pour le sort de leur petit-fils. Le processus d'extradition de Shirley vers les autorités américaines était constamment reporté pour diverses raisons. Cheetah Pagbee a longtemps essayé d'obtenir un droit de visite pour son petit-fils devant les tribunaux. Les proches n'ont pu obtenir qu'1 heure de visite par semaine. De plus, toutes les visites devaient avoir lieu sous surveillance, comme s'ils représentaient un quelconque danger. Ils étaient même fouillés avant chaque rencontre. Malgré les difficultés, Zachary est devenu un véritable réconfort pour le couple âgé. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfants pendant longtemps, et quand c'est finalement arrivé, leur joie a été de courte durée. Fin novembre 2002, la situation a commencé à changer. Shirley était en détention et attendait son extradition vers les États-Unis. Elle a accepté de transférer la garde complète aux parents d'Andrew, mais sous certaines conditions. Shirley pouvait appeler chaque jour et il s'engageait à lui rendre visite chaque semaine en prison. Les grands-parents ont fait preuve d'un dévouement remarquable. Malgré les longues distances et le mauvais temps, ils n'ont manqué aucune visite. Ils respectaient soigneusement toutes les exigences de Shirley, par peur de son mécontentement. En janvier 2003, Shirley a été libérée. Il s'est avéré qu'elle s'était directement adressée au juge en charge de son affaire pour obtenir des conseils sur la façon d'éviter la détention provisoire jusqu'à son retour aux États-Unis afin de s'occuper de son enfant. Étonnamment, le juge a accédé à sa demande et lui a envoyé des instructions détaillées. Curieusement, Shirley a suivi toutes les instructions et a obtenu sa liberté. En lien avec sa libération, Kate et David ont de nouveau perdu le droit à la garde complète de leur petit-fils, bien qu'il leur ait été permis de passer beaucoup plus de temps avec lui, maintenant sans la surveillance de la mère biologique et des représentants des services sociaux. Malgré les inquiétudes de la famille Begbie, le juge a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et cela, bien que Shirley soit la principale suspecte dans l'affaire de la disparition d'Andrew et qu'elle ait montré des signes de comportement instable pendant sa détention, y compris un incident où elle a menacé une autre détenue avec des couverts. Kate et David ressentaient une forte aversion pour Shirley à cause des événements avec leur fils, mais essayaient de maintenir le contact avec Zachary. Shirley utilisait manifestement cette situation à son avantage. Avec le temps, elle a commencé à abuser de leur bonté. Elle appelait à toute heure du jour et de la nuit et demandait constamment de l'argent. Le couple devait céder et acheter de la nourriture et des choses pour la femme qui ne voulait pas travailler. Plus tard, Shirley a commencé à parler fréquemment de l'incident avec Andrew, bien que les parents essaient d'éviter ce sujet. Une fois, pendant la fête d'anniversaire du petit chez McDonald's, Zachary a couru vers grand-mère Kate et l'a enlacée. Cela a provoqué une réaction violente chez Shirley. Elle a déclaré à haute voix qu'elle ne permettrait pas qu'il l'aime plus qu'elle-même. Une audience d'extradition était prévue pour septembre 2003, la dernière avant le transfert aux États-Unis. Pendant l'attente du procès, Shirley a rencontré un nouveau petit ami, mais quand il a appris son passé, il a rompu le contact. Shirley a commencé comme d'habitude à le poursuivre. Elle le menaçait, prétendait être enceinte, appelait constamment et mettait en scène des situations dramatiques. Mais il est resté indifférent à ses actions. Le 17 août, Shirley a appelé son ami et partagé ses plans. Elle voulait rendre visite à cet homme chez lui avec Zachary pour clarifier la situation. En chemin, elle s'est perdue et s'est arrêtée pour demander son chemin. Après cela, on ne les a jamais revus. Le lendemain, le 18 août 2003, le contact avec Shirley a été perdu. Le même jour, des visiteurs de la plage ont fait une découverte inquiétante à 20 minutes de St. John's. Ils ont immédiatement informé les autorités. Bientôt, il s'est avéré qu'il s'agissait de Zachary et Shirley Turner.
L'examen médical a révélé une forte concentration de médicaments que Shirley s'était vu prescrire par le psychiatre pour traiter l'anxiété. Les mêmes substances ont été trouvées dans le biberon du bébé. L'un des témoins a rapporté avoir entendu des bruits étranges vers 2h30 du matin près de la plage, qui ressemblaient à des pleurs, mais dont il ne pouvait pas identifier la source. Selon le rapport des experts, des médicaments en vente libre ont joué un rôle dans l'incident. La voiture de Shirley a été trouvée à côté de la maison du jeune homme qu'elle allait voir le soir. Elle y avait laissé leur photo commune et écrit une lettre lui attribuant la responsabilité de sa décision. Cependant, l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une tentative de manipulation. Comme il s'est avéré plus tard, son affirmation concernant une grossesse était également fausse. L'événement est devenu l'épreuve la plus difficile pour Keith David. Plus tard, David a avoué qu'il était tellement désespéré par l'inquiétude pour son petit-fils qu'il a commencé à envisager des mesures extrêmes contre Shirley. Les actions contradictoires des autorités canadiennes l'avaient tellement bouleversé qu'il envisageait sérieusement de faire justice lui-même. Maintenant, il regrettait amèrement de ne pas avoir mis son plan à exécution. Alors lui et sa femme auraient pu s'occuper du petit. David a abandonné cette idée, espérant que les audiences finales permettraient le transfert de Shirley aux États-Unis. Quand les tristes nouvelles concernant Zachary sont arrivées, Kate et David étaient tellement accablés de chagrin qu'ils ont même pensé à une décision irrévocable. Finalement, cependant, ils ont décidé d'utiliser leurs forces pour une bonne cause, la lutte pour que de telles histoires ne se répètent pas. La situation était compliquée par le fait que les autorités canadiennes avaient interdit aux couples, sous menace de prison, de participer à des conférences de presse et de parler de ce qui s'était passé. Malgré les conseils de l'avocat de garder le silence, Kate et David ont décidé d'apparaître à la télévision américaine pour raconter leur histoire. Ils ont déclaré publiquement que la principale responsabilité de ce qui s'était passé incombait au système de justice pénale canadien. Heureusement, les époux Bagby ont échappé à une sanction pour cette apparition et sont devenus des militants sociaux. Ils ont lancé une campagne contre la psychiatre de Shirley, qui avait déposé une caution pour sa libération. Lors d'un examen, ces actions ont été jugées illégales et elle s'est vue infliger une amende de 10 000 $. Les parents d'Andrew ont également critiqué le juge dont la décision avait permis à Shirley d'être libérée. En octobre 2006, un expert en protection juridique a publié un rapport détaillé de 500 pages indiquant la possibilité d'éviter ce qui s'était passé. Cela a donné l'impulsion à des changements dans le système juridique canadien. En octobre 2009, le projet de loi Zachary a été introduit à la Chambre des communes. Il a considérablement modifié le droit pénal du pays. La nouvelle loi donnait aux juges le droit de refuser la libération sous caution à ceux accusés de délits graves.